Voilà pour le cinéma. Dans 5 jours, ce sera le premier tour de l'élection présidentielle. Ce soir, dans Parole Directe, nous recevons avec François Bachy le candidat du Front de gauche, Jean-Luc Mélenchon. C'est comme campagne. Jean-Luc Mélenchon! Avec la Bastille, Jean-Luc Mélenchon a réhabilité les discours en plein air et la démonstration de force. Plusieurs dizaines de milliers de personnes à Paris, Toulouse, puis Marseille. Air comme 6ème République, un changement en profondeur, voilà ce que souhaite le candidat, avec notamment une réforme des institutions. Gloire à l'école républicaine! S comme SMIC, à 1 700 €. La France peut se le permettre selon lui, à condition de partager les richesses. Bonsoir Jean-Luc Mélenchon. Bonsoir. On vient de le voir, la question centrale pour les Français, c'est le pouvoir d'achat. Vous proposez de passer le SMIC à 1 700 € par mois. François Hollande, lui, propose un coup de pouce au SMIC dès le mois de juin en le revalorisant au-delà de l'augmentation des prix. Est-ce que c'est suffisant, selon vous ? Je pense que ce n'est pas très convaincant, sa proposition, je le lui dis amicalement. J'ai fait le calcul. Si on applique sa formule à la croissance, puisqu'il veut l'indexer sur la croissance, le SMIC, tel qu'il la prévoit, lui, dans son propre programme, qui est de 0,5. Ça veut dire que sa proposition revient à augmenter le SMIC mensuel de 2,70 €. Il me semble que la gauche peut faire mieux. Et elle peut s'inspirer de ce que les syndicats proposent. Quand je propose 1 700 € par mois, je dis par mois, vous savez que le SMIC est un salaire horaire. En réalité, la plupart des gens qui sont au SMIC n'ont pas un temps de travail complet. Et ce sont des femmes, pour 85% d'entre eux. Eh bien, lorsque je propose ce chiffre, je l'ai pris dans les syndicats. Et si les syndicats le proposent, ils ont leur capacité d'expertise, et croyez-moi, c'est possible. François Hollande dit qu'il ne peut pas tenir des promesses comme ça insensées. Mais c'est pas juste de dire que c'est insensé. Dans le passé, la gauche a toujours fait augmenter le salaire minimum. Et pourquoi ? Parce que c'est le seul que le gouvernement peut augmenter. C'est un pouvoir légal. C'est pas quelque chose que j'invente à l'occasion de cette élection. Et on s'est aperçu que chaque fois qu'on augmente le SMIC, ensuite tous les salaires intermédiaires augmentent pendant les 2 années et demie qui suivent. Là, évidemment, aussi en concertation avec les syndicats, d'ailleurs, parce que c'est à l'issue d'une concertation syndicale qu'ils oui, vont faire. mais c'est pas qu'avec les syndicats. C'est tout le problème. La proposition socialiste consiste à dire on va faire une conférence avec le MEDEF et les syndicats. Mais la position du MEDEF, on la connaît. Et imaginez-vous que les syndicats n'auront pas la partie belle si avant même que la conférence ait commencé, on annonce qu'on va suivre le taux de croissance, c'est-à-dire qu'on va donner 2 €. Qu'est-ce que vous voulez que les syndicats négocient? Et puis, quand on vote, il faut le dire comme nous le vivons, nous, à gauche, le vote, c'est un moment d'un rapport de force. Ça manifeste une volonté. Les gens qui votent pour moi, en même temps qu'ils mettent leur bulletin de vote, ils disent « nous voulons le SMIC à 1 700 €. Et j'ai fait la démonstration des dizaines de fois que c'est possible. Bien sûr, il peut y avoir une difficulté pour les petites entreprises. Donc j'ai prévu comment lisser l'effort pour que les petites entreprises ne soient pas asphyxiées. Mais quel est le fond de mon idée? Le fond de l'idée, c'est qu'en augmentant le pouvoir d'achat, eh bien, les gens vont pouvoir relancer l'activité du pays. Et comme je propose par ailleurs la planification écologique, je vois que ce regain, cette nouvelle distribution de la richesse va rallumer les feux et les diriger dans le bon sens, c'est-à-dire vers des consommations responsables écologiquement. C'est pour ça que vous avez peur de la directive que va sans doute adopter la Commission européenne sur ce SMIC négocié branche par branche en Europe? Ce serait un recul épouvantable parce que la Commission européenne est toujours en avance d'une diablerie. Et là, elle a imaginé, comme vous venez de le dire, que par branche, il y aurait un SMIC. Bon. Donc, c'est une compétition entre les branches terrible. C'est un dumping social qui va s'exercer entre différentes catégories de travailleurs, alors même que l'idée d'un salaire minimum n'est pas référencée par rapport à la branche, mais à la vie. C'est-à-dire de quoi a-t-on besoin? Que l'on soit métallo ou que l'on soit autre chose, je ne sais pas moi, dans le commerce, les besoins de l'existence sont les mêmes. Il faut payer son loyer, il faut payer son électricité. Et donc, si on a des SMIC différents, il faudrait qu'on ait des niveaux de vie différents dans le pays. Mais ça concernerait assez peu la France, puisque le niveau du SMIC est assez haut par rapport aux autres pays européens. Mais tant mieux si c'est comme vous le dites, mais ce que je redoute, c'est que ce ne soit pas le cas, parce que Mme Parisot a déjà dit que c'était une bonne idée. Et c'est ce que veut
le MEDEF. On le comprend, parce que pour lui, pour le MEDEF, pour le patronat, la question numéro 1, c'est, disent-ils, le prix du travail, ce qui est une très mauvaise manière de présenter les choses, car ce n'est pas un prix, il faut tenir compte du fait que le travail est d'abord producteur de richesse et que toute la question est de savoir comment on répartit cette richesse. Pour rester un petit peu sur l'Europe, Nicolas Sarkozy, dimanche, dans son meeting, a proposé d'ouvrir un débat sur le rôle de la BCE pour qu'elle agisse davantage en faveur de la croissance. Est-ce que vous applaudissez? Est-ce que vous dites c'est trop tard? Je suis consterné. Car par la suite, à peine avait-il dit ça le dimanche, qui mérite discussion, je vais en dire un mot, qu'il aura suffi que Mme Merkel fasse les gros yeux pour qu'aussitôt il remballe son matériel et qu'il dise non, pardon, on ne s'est pas bien compris. Bon, alors, il dit qu'il ne veut pas supprimer l'indépendance de la BCE, mais qu'il veut ouvrir le débat sur son rôle. Donc il parle pour ne rien dire, car le traité de Lisbonne qu'il a lui-même écrit, s'en est assez vanté, stipule de la manière la plus claire qui soit en quoi consiste l'indépendance de la Banque Centrale Européenne. C'est qu'il est impossible ni de lui donner de conseils, ni de lui donner d'ordre, ni même de lui adresser la parole. Il suffit de lire l'article. Vous voulez supprimer l'indépendance de la BCE? Moi, je pense qu'en effet, la Banque Centrale Européenne ne peut pas être une banque d'un type unique au monde, parce qu'il n'y a aucun autre endroit dans le monde où on a une chose pareille. La Banque Centrale américaine n'est pas du tout dans cette situation, où elle décide toute seule sans tenir aucun compte de rien. Le résultat, vous le voyez, c'est une gestion extrêmement frileuse de la monnaie unique, qui fait que la monnaie unique est surcotée. Nous perdons donc des parts de marché dans le monde, non pas à cause de la mauvaise qualité de ce que nous faisons, mais du fait que l'euro coûte tellement cher que nos productions, mécaniquement, coûtent trop cher. Et lorsqu'on est comme la France, un pays qui est capable de faire toutes sortes de choses, eh bien, nous le payons très durement. La Banque Centrale Européenne doit non seulement s'occuper de croissance, mais surtout, elle doit prêter directement aux États. Et là, pardon, j'ai besoin d'une seconde, je n'abuserai pas. Tout de même, je suis déjà venu sur ce plateau. J'ai déjà dit que la Banque centrale devait prêter directement aux États. Je rencontrais un certain scepticisme. On me disait, Monsieur Mélenchon, vous vous rendez compte, tout l'argent que ça va vouloir dire. Eh bien, cette Banque centrale a prêté 1000 milliards d'euros. C'est-à-dire 3 ou 4 fois ce que devait la Grèce, au total. Et elle les a prêtés aux banques, qui elles les ont prêtés aux États à des taux exorbitants. Donc il est bien prouvé que j'avais raison, la Banque centrale pouvait financer. Si elle avait financé directement les États, la Grèce ne serait pas dans la misère dans laquelle elle est née, et nous, en France, nous ne serions pas morts de peur à l'idée que la finance va nous attaquer, comme vous le savez. Tout de même, sur certains points, on a le sentiment que Nicolas Sarkozy vous rejoint. Est-ce qu'objectivement, il n'a pas intérêt à vous faire monter pour gêner François Hollande? Je ne sais pas. Si c'est ça son calcul, c'est possible, hein, il n'en serait pas une bêtise près. Le résultat est très contre-performant, parce que, à mesure que je progresse dans les sondages, François Hollande aussi, et le total gauche s'améliore. Donc pour l'instant, si c'était ça la ruse et le plan B, c'est complètement loupé. Et même s'il continue à dévisser comme c'est le cas, peut-être bien que je vais lui passer devant. Alors si François Hollande l'emporte, vous avez déjà dit que vous ne voudriez pas siéger dans un gouvernement dirigé par quelqu'un d'autre que vous. Oui. Est-ce qu'il faut le prendre comme une offre de service pour Matignon? Dans la mesure où François Hollande, lui, de son côté, a dit qu'il n'y avait rien à négocier sur son projet, non, parce qu'il ne peut pas dire ça et ensuite dire finalement c'est Mélenchon qui va s'en occuper. Ça veut dire qu'il n'y aura personne du Front de gauche dans un éventuel gouvernement socialiste? Je pense qu'en effet, il est peu probable qu'il y ait un membre du Front de gauche, et même je peux dire assez tranquillement que je ne le crois pas du tout, et c'est normal. Et quel sera le rôle alors du Front de gauche? D'abord, c'est le soutien sans participation? Déjà, le mot soutien est trop. Nous ne nous voyons pas comme ça. Nous sommes dans une autonomie positive, vigilante, c'est ça notre rôle. Hein. C'est comme ça qu'il faut nous comprendre. Mais nous ferons notre devoir, nous l'avons fait. Enfin, qui s'est occupé de combattre l'extrême droite dans cette élection? C'est pas François Hollande ou Tartampion, c'est moi. Et c'est le Front de gauche. Et de la même manière, qui va faire la différence au deuxième tour? Qui Il faut bien, monsieur Hollande a un nombre X de votants, il est sûr d'être au deuxième tour à l'heure actuelle. Bon, donc qui est-ce qui va faire la différence si c'est pas le Front de gauche? Et c'est bien la raison pour laquelle la principale bataille que nous avons menée, qui était de dire remplissons notre devoir, passons en tête, nous, le Front de gauche, et que les gens nous aident à passer devant le Front national. Comme ça, on aura fait d'une pierre deux coups, on sera débarrassé des deux, et de Sarkozy et de Le Pen. Et dans ces conditions, oui, j'ai ma chance, qui est d'être là et de leur passer devant. Si vous n'êtes pas au second tour, est-ce que vous allez manifester le 1er mai avec les syndicats? Mais que je sois au second tour ou pas, j'irai manifester le 1er mai. J'ai souhaité un 1er mai unitaire. Nous suivrons les consignes des syndicats. Et puisque maintenant il y a une consigne des syndicats, je profite de ma présence sur ce plateau pour appeler tous ceux qui m'entendent à suivre les consignes
consignes des syndicats et à être très nombreux le 1er mai. Parce que c'est comme ça que vous direz pour qui vous appelez à voter que vous appellerez à voter pour Hollande, ou c'est le soir du premier tour? Ne vous inquiétez pas de ça, François Bachy. À gauche, il y a une habitude maintenant qui a un siècle et demi, et tout le monde le fait. Madame Arthaud fera pareil, Monsieur Poutou, tout le monde à gauche, on se serre les coudes au deuxième tour en faveur de celui qui est le mieux placé. Si c'est moi, Hollande a dit qu'il voterait pour moi. Si c'est Hollande, nous voterons pour Hollande. Si c'est Poutou, nous voterons pour Poutou. Nous sommes faits de ce bois-là depuis un siècle et demi. Ce n'est pas en débat. Ce qui est en débat, c'est de savoir à quoi sert cette élection. Si c'est simplement pour remplacer plouc par plic et plic par plouc, ou bien si c'est pour changer de politique et changer la vie des gens. Et moi, je crois qu'on peut changer profondément la vie des gens et que notre pays peut marcher en tête des nations pour proposer un nouveau modèle. Et comme bientôt on va voter derrière nous, en Grèce, en Allemagne, eh ben allez, ouvrons la brèche, nous les Français. Le plus dur à faire pour vous, c'est aussi la suite, c'est comment coaliser toute cette force populaire que vous avez su susciter. Comment vous allez la traduire en nombre de militants et en élections, en nombre de circonscriptions? Déjà, oui, c'est vrai. Nous sommes passés de plusieurs partis à un front de gauche dans lequel il y a les partis. Celui-ci est devenu un ample mouvement. Ça commence à ressembler à un front du peuple, c'est ce qu'on a vu sur la plage du Prado, hein, et ça commence à ressembler à un front populaire. Bon, c'est pas le plus difficile, hein, en ce moment, pour vous dire les choses comme elles sont, nous avons beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de joie, nous proposons le changement joyeux, en quelque sorte, heureux de vivre. Non, ça, c'est pas le plus difficile. Et puis, vous imaginez bien que le succès soude et renforce. Donc, à l'heure à laquelle vous me voyez, je suis tranquille parce que je sais que si je devais appliquer mon projet politique, il y aurait une masse de gens pour s'y associer. Et que ça ne serait pas le changement d'en haut, ça serait le changement d'en bas. Merci beaucoup, Jean-Luc Mélenchon, d'être venu ce soir sur le plateau de Parole Directe. Voilà, c'est la fin de ce journal. Après la météo de Louis Baudin, place à Nikos et Nicolas Canteloup, et puis votre série Dr House. Demain pour l'information à 13h, Jacques Legros. Et nous, on se retrouve à 20h. Bonne soirée à tous. À demain.